Beaucoup, Père Eric Salobir, pour cet excellent et clair exposé et nous avertir d'autant des dangers. En vous écoutant, je me demandais si vraiment les mots d'intelligence conviennent à l'intelligence artificielle. Mais nous allons voir cela après l'exposé de Dr. Carlos Cruz Moreira. Carlos Cruz Moreira, c'est un diplomate. Il a agi 20 ans de diplomatie auprès des Nations Unies. C'est, je dirais, un visionnaire d'Internet mondialement connu. Il a exercé ses fonctions d'expert à l'ONU, des relations étroites entre les secteurs des technologies de l'information, la transaction électronique sécurisée, les télécommunications et les commerces internationaux. Son spécialité, c'est la défense de la sécurité Internet et quelque part le transhumanisme, parce qu'il a écrit un ouvrage qui est très reconnu. En tout cas, nous avons eu l'occasion à l'Institut de France de le recevoir. Donc, je suis sûr que vous allez nous régaler avec votre exposé, M. Moreira. Monsieur Carosella, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur De Vierge, pour la possibilité de parler avec vous aujourd'hui. Et excellente présentation, Eric. C'est tout à fait dans les centres de la 4e révolution internationale et digitale. Une chose que peut-être j'aimerais commencer à parler aujourd'hui, parce qu'on est dans un cadre spécial, on est au Vatican, et il a une position du pape, Laudato Si, qui disait, je le dis en anglais, je l'ai ici, après on va essayer de traduire, Contemporary man has not been trained to use power well, immense development not being accompanied by the human responsibility. Alors, cette phrase-là, je pense qu'elle encapsule le message que cette 4e révolution industrielle il a besoin. Moi, je suis très actif à Davos en 2016 avec le World Economic Forum. La participation de M. Klaus Schwab avait lancé la 4e révolution industrielle. Alors, c'est quoi la 4e révolution industrielle? C'est la 4e phase du développement humain dans laquelle les procédures vont changer. Tout va changer. Tout ça qu'on connaît, tous les points de référence qu'on a, tous les points de sécurité qu'on a, tout ça va changer. Et l'être humain va changer avec, mais l'être humain pourrait changer, pas avec, mais contre la mouvance internationale. Alors, 2016, suite à ça, on a écrit les Transhuman Code. On avait dit, oulala, c'est très tôt, et là on ramène au commentaire du pape, l'être humain il n'est pas prêt encore. La technologie qu'on a dépasse de loin la capacité de l'être humain de la gérer. On est comme des bébés avec des pistolets dans les mains. Alors, essayons de mettre des procédures qui vont éviter que l'être humain puisse se détruire avec ces technologies, car on est actuellement dans cette phase, une phase de destruction totale. L'être humain se tourne contre Dieu, en croyant lui qui est Dieu, et en croyant lui qu'avec ces technologies qu'il a, il peut les remplacer. Alors, la vision, et pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Simplement pour vous donner une perspective historique, c'est que quand le World Wide Web, le Web 3, Eric parlait, le Web 1, ça fait 33 ans, a été inventé à Genève par les CERN. Et le Web 1, c'était un réseau de physiciens. Leur objectif, c'était simplement de connecter des ordinateurs pour permettre que la science et les études scientifiques puissent être transmis à temps réel entre les ordinateurs sans avoir besoin de passer par des serveurs centralisés qui étaient les modèles jusqu'à là, IBM et autres. C'était une invention extraordinaire car la connaissance a pu être partagée. Tout d'un coup, des gens n'importe où au monde accédaient en même temps, au même niveau et avec la même quantité et qualité à des recherches qui jusqu'à là, c'était simplement inéligible d'accéder. Mais il avait un problème, c'est que ce Web 1, était basé sur l'infrastructure, c'était l'ARPANET, c'était l'Internet, c'était un réseau militaire américain qui était à ce moment-là les backbones de la partie hardware, et le web, c'était les software, les logiciels. Mais le web, c'est un interconnecteur des serveurs. La unique chose qu'il fait, il connecte des serveurs entre eux. Et le web connaissait pas, il ne connaît pas toujours l'être humain. Le web, l'être humain, il n'a pas été codé dans l'algorithme qui gère cette infrastructure.
L'être humain, d'ailleurs, je travaillais à l'époque avec Tim Berners-Lee. Aujourd'hui, Tim Berners-Lee, 33 ans plus tard, dit « Aïe, 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 je m'étais trompé. Je n'avais pas pensé à l'être humain. » Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? L'être humain, on est linéal. Il nous faut, pour moi, arriver jusqu'à la porte, je dois faire 300 pas. Je ne peux pas sauter, je ne peux pas faire un saut jusqu'à la porte. Je ne suis pas exponentiel. L'être humain, il est linéal. La technologie, elle est exponentielle. Ça veut dire que la technologie, ça augmente exponentiellement jusqu'à l'infini. La technologie exponentielle se renforce avec l'évolution du pouvoir des ordinateurs. Vous vous rappelez très bien l'ordinateur que vous avez, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, et cette petite ordinateur que vous avez dans la poche qui s'appelle un mobile, qui aujourd'hui la capacité, la puissance de l'ordinateur qui avait envoyé Apollo à la Lune à l'époque. Alors, cette puissance qu'on a aujourd'hui avec ces ordinateurs a créé ces côtés exponentiels. Et on n'est pas fini, on est au début. Dans les processus d'exponentialité, on est peut-être en 20% actuellement, simplement. L'année 2030, on arrive à un moment qui s'appelle singularity. C'est le moment dans lequel un ordinateur, il est plus intelligent qu'un être humain. 5 ans plus tard, un ordinateur, il est plus intelligent que tous les êtres humains ensemble. Toute la puissance des capacités cérébrales de tous les êtres humains vont être remplacés par un ordinateur qui aurait à peu près les prix de votre laptop aujourd'hui. Alors, quelle est la conséquence de ça? La conséquence de ça, comme le pape très bien avait dit, en Laudato Si, c'est qu'on est dans une phase dans laquelle on peut perdre les contrôles. Et comment est-ce qu'on peut les récupérer? Parce que moi je parle partout dans le monde, je développais une société qui est cotée en bourse, aujourd'hui au Nasdaq, pour essayer de résoudre ces problèmes. J'ai créé un organisme international, OIST, Organisation internationale pour la sécurité et transaction électronique, qui était développé et établi pour essayer de trouver des solutions. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes? Pourquoi est-ce qu'on parle tellement à tous les niveaux et on n'arrive pas encore à résoudre les problèmes? Pourquoi est-ce que Microsoft, Google et toutes les compagnies viennent même ici au Vatican en disant on doit trouver une code éthique pour l'intelligence artificielle, mais on ne la passe encore dans leur logiciel? Pourquoi? C'est très simple. L'être humain est devenu le produit. Aujourd'hui, être humain, c'est le produit de l'Internet. Rien d'autre en Internet, rien d'autre dans les Web 1, 2 et 3 a la même valeur que l'être humain. L'être humain permet à des compagnies aujourd'hui d'avoir établi une capitalisation de presque 30 trillion dollars, 30 trilliards de dollars. C'est la capitalisation, si on met ensemble toutes ces compagnies, ils ont dit, s'il vous plaît, détruisez votre modèle d'affaires, car on ne veut plus que vous utilisez l'être humain comme un produit. Alors ils vont dire, ouais, bon, on va faire des conférences, on va expliquer comment introduire l'éthique dans l'intelligence artificielle, mais on ne peut pas introduire l'éthique dans l'intelligence artificielle, car l'éthique doit être dans la compagnie qui fait l'intelligence artificielle. Et ça, c'est beaucoup plus dur, car ces compagnies ne sont pas prêtes à faire un pas en arrière sur leur chiffre d'affaires. Et pour éviter que ça puisse continuer, de la même façon qu'on est en train de faire des problèmes et des situations complètement irréversibles par rapport à l'environnement, on a besoin d'un reset. Aujourd'hui, le World Economic Forum, qui n'a pas pu s'organiser dans les mois de janvier à cause de Covid, s'est réuni en mois de mai cette année. 2 ans plus tard, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Et qu'est-ce que ça va être le sujet de discussion numéro 1? La confiance, trust. La confiance. La confiance qu'on peut vraiment, et comme Père Eric vient de dire dans sa conclusion, qu'on puisse vraiment utiliser cette technologie d'une façon positive. Comme on a eu des autres inventions, comme l'invention de l'imprimerie, qui a permis la Bible de s'imprimer et qui a permis la Bible de devenir les documents les plus lus au monde, qu'on puisse utiliser les technologie de la 4e révolution industrielle d'une façon positive, humaine, dans laquelle l'être humain ne devient pas les produits, dans laquelle les algorithmes qui aujourd'hui, l'unique chose qu'ils font, c'est de convertir cet être humain dans un produit, soyez surveillés, qu'on fasse comme on fait avec les médicaments. Aux États-Unis, si vous êtes une compagnie de médecine ou vous développez un médicament, avant de les mettre à disposition du marché, vous devez passer par une commission qui va analyser si ce produit il est ou pas sûr pour les consommateurs. La FAA, il fait que ça. Même si les docteurs, les scientifiques, ils disent que c'est les meilleurs médicaments au monde, c'est les meilleurs vaccins au monde, il doit passer par ce système.
des vérifications. On n'a pas ça dans la technologie. N'importe qui développe n'importe quoi, et c'est n'importe quoi devient l'essentiel pour le consommateur. Après, avec la publicité et les ciblages qu'on parlait à tout à l'heure, on arrive à comprendre l'utilisateur qui est sans ces produits-là, il ne peut pas vivre. Mais cet utilisateur, c'est un produit. C'est un produit simplement qui s'ajoute à cette besoin de l'utilisateur. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes? Et je pense que ça, ça devrait être la discussion ici et ailleurs. L'être humain, identité digitale de l'être humain n'existe pas. Vous avez, aucun de vous, peut-être, s'il vous plaît, levez les mains si ce n'est pas le cas, il a une identité digitale. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez une identité digitale qui c'était la vôtre? Ou est-ce que vous utilisez Facebook Connect, ou Apple ID, ou Amazon ID? Est-ce que vous êtes dans cette situation-là, dans laquelle votre identité digitale, c'est l'identité de la plateforme qui vous permet de faire des choses? Si c'est le cas, ce n'est pas votre identité digitale. Une identité digitale est équivalente à votre certificat de naissance. Vous êtes humain. C'est les principes de l'identité digitale. Vous n'êtes pas un chien, vous n'êtes pas une chèvre, vous êtes un être humain. Et ça n'existait pas dans la Commission des droits de l'homme. Moi, je parlais plusieurs fois avec la Commission des droits de l'homme. Il dit, vous défendez l'homme analogue. Vous avez énormément de lois qui définissent les droits de l'homme analogue. Mais il est où l'homme digital? Est-ce que cette NFT que Eric parlait tout à l'heure, que c'est la possibilité d'établir notre identité dans les métaverses, est-ce que ça va être meta.com qui va la faire, ou est-ce que ça va être nous, individus, qu'on aurait la possibilité de créer cette identité digitale, de l'utiliser comme un NFT, de l'attacher à un smart contract et de faire des transactions. Et si les jours que je ne veux plus le faire, ou les jours que je prends ma retraite, ou les jours que je n'ai plus besoin d'utiliser de l'Internet, j'ai simplement la capacité, les pouvoirs de faire une révocation de cette identité digitale. Je la récupère. C'est la même façon quand je vais dans un hôtel, où je passe la douane, je montre mon passeport, et après, une fois que j'ai obtenu les droits que ces passeports me donnent, je les reprends avec moi. Je ne laisse pas les passeports sous les contrôles de la personne. L'identité digitale aujourd'hui, dans le cadre de l'utilisation de ces plateformes, ne nous appartient pas, elle les appartient à eux. C'est eux qui vont vous permettre d'utiliser autant que vous voulez, pourvu que vous êtes d'accord à être les produits. Alors les champs, c'est ça. On dit, ah oui, mais c'est gratuit, tout est gratuit. Facebook est gratuit, Google est gratuit. Ce n'est pas gratuit. C'est que vous êtes un produit. Les produits, ils ne payent pas. Les produits, c'est vend. Alors, dans les moments que les produits se vendent, ça veut dire que vous dépendez chaque fois plus. Si un jour vous devez partir de cette plateforme parce que vous voulez, comme je vous ai dit, prendre la retraite et vous ne voulez plus qu'on vous bombarde avec de la publicité, ou simplement les droits de disparaître, les droits simplement d'être silencieux, d'aller prier dans une forêt, ces droits-là, vous ne l'aurez plus. Parce que cette plateforme a utilisé cette identité d'une façon abusive et cette plateforme a fait beaucoup d'argent avec vous sans que vous le sachiez. Alors, la révolution du Web 3.0, c'est une opportunité de casser ces monopoles, de casser cette dépendance, cette vice qu'on a aujourd'hui dans le monde digital. Pourquoi ? Parce qu'on a une mouvance de décentralisation. Cette mouvance de décentralisation, elle est activée par une technologie qui s'appelle blockchain. C'est une technologie qui, même si ce n'est pas l'ultime, la blockchain a des problèmes aussi, qu'il faudra analyser d'une façon scientifique, mais pour le moment, c'est quelque chose qui permet, en moins, sorti du silo, sorti de la forteresse, sorti de la plateforme, et avoir une identité digitale qui peut être minted, qui peut être enregistrée dans un ledger, dans un registre décentralisé, dans lequel personne a la possibilité de contrôler. C'est un peu la même mouvance qu'on a dans les crypto-monnaies. Pourquoi Bitcoin aujourd'hui a pris de telles heures? C'est parce que Bitcoin, c'est aussi une identité financière qui est enregistrée, décentralisée dans un ledger, qui n'est pas centralisé et qui n'est pas contrôlable. Ça veut dire que c'est la combinaison des ordinateurs qui sont attachés entre eux qui permet cette ledger de pouvoir tracer cette Bitcoin que vous avez acheté un jour, et c'est immuable et c'est irrévocable. Ça veut dire que personne ne peut dire non, vous n'avez pas les Bitcoins. Vous l'avez, vous pouvez les prouver. De la même façon, vous pouvez faire avec l'identité. Une identité décentralisée, c'est le futur de l'humanité. Une identité qui appartient à la personne. Les problèmes de l'intelligence artificielle, et encore une fois, un autre point que je suis totalement d'accord avec Eric, ça n'existait pas. C'est un bluff, l'intelligence artificielle. C'est encore un buzzword de Silicon Valley pour nous vendre encore quelque chose. L'intelligence artificielle existait déjà à l'époque où on a été aux Nations Unies. Ça s'appelait Machine Language. Et c'était des algorithmes qui permettaient de donner
à être analysés d'une façon beaucoup plus rapide que notre capacité humaine de le faire, car on utilisait la puissance de l'ordinateur. Mais pourquoi l'intelligence artificielle, avant, ce n'était pas un mainstream, comme on dit, aujourd'hui tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Avant, on n'avait pas de données. Avant, on avait très peu de données. Je me rappelle encore l'époque aux Nations Unies dans laquelle un fichier d'une base de données avant les web valait $40 pour prendre simplement une cinquantaine de lignes de dossiers, des CompuServe, de ce type de bases de données qui existaient à l'époque. Alors, l'effet qu'aujourd'hui on a des données d'une façon gigantesque, car chacun de nous produit des mégabytes de données par jour, l'intelligence artificielle a la capacité d'apprendre de ces données. Mais comme Eric vient de dire aussi, ces données ne sont pas validées. L'intelligence artificielle, elle est aussi autant intelligente et autant sophistiquée que les données eux-mêmes. Rubbish in, rubbish out, comme on dit. Si on laisse l'intelligence artificielle simplement miner les bases de données qui existent aujourd'hui, les conséquences de l'analyse vont être désastreuses parce que les données qu'ils analysent, ce sont des données qui ne sont pas vérifiables, qui sont des données, dans la majorité des fois, ont été créées d'une façon intentionnelle comme fake news, comme données qui nous déplacent de la vérité. Alors, dans ces contextes de l'intelligence artificielle, soi-disant cette bosse d'intelligence artificielle, il y a encore un autre niveau très, très, très dangereux. Ça s'appelle les bias, AI bias. Alors, c'est quoi? C'est que qui programme l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle aujourd'hui, et moi j'ai employé plusieurs, ce sont des gamins entre 20 et 25 ans. Des fois, ils sont 28, il y a 30 ans, ils sont déjà trop vieux. Alors, ces jeunes qui sont en train de développer des algorithmes, quand ils codent cet algorithme, ils ajoutent leur expérience, leur immaturité, leur manque peut-être de moralité à cet âge de leur vie. Ils ne sont pas peut-être aussi sensibles à des principes moraux qui vont être plus tard. C'est la société qui développe ces algorithmes et nous, on l'utilise. Ils l'utilisent avec nos données qui ne sont aussi pas des données fiables. Alors vous voyez les mélanges d'un algorithme qui a été développé. Aujourd'hui, si on calcule tous les algorithmes au monde, maximum on a 20 à 30 000 ingénieurs qui les développent. Et ces ingénieurs, comme je vous avais dit, sont des âges entre 20 et 30 ans. Et ces ingénieurs, ça ne les intéresse pas. Dans les cas de Facebook, et c'est public, puisqu'il a déjà des livres, il avait des ingénieurs qui utilisaient les données pour trouver des petites copines. Parce qu'ils savaient très bien qu'avec les données brutes de la base de données de Facebook, ils savaient si quelqu'un s'était divorcé ou si quelqu'un avait laissé tomber sa petite copine. Et puis ces ingénieurs géolocalisaient la personne, ils la contactaient en sachant des informations confidentielles que cette personne avait mis dans son wall. Alors, l'effet que l'âge elle est comme elle est, et aussi qu'il y a eu des cas de bias aux États-Unis dans lesquels, par exemple, les algorithmes de détection des caméras dans les voitures ne reconnaissaient pas la couleur noire. Alors, il y a eu des cas que l'ingénieur il a oublié de coder qu'il a des gens de couleur. Et ces algorithmes ont été installés dans des voitures qu'après, ils ne s'arrêtaient plus parce qu'ils ne reconnaissaient pas que quelqu'un il avait la couleur noire, parce que l'ingénieur, simplement, il avait oublié. Je ne pense pas que ce n'était même pas une question de racisme, c'est simplement qu'il avait oublié que dans la société, on est une société multiplurielle et multiraciale. Alors vous voyez, on est dans ces mondes-là, dans les mondes qui dépendent malheureusement des amateurs, dans tous les sens du terme, qui contrôlent les vies, et des sociétés qui font beaucoup d'argent et qui ne sont pas prêtes, malgré la résistance qu'il y a eu. Regardez la résistance que Facebook a eue par rapport au Congrès américain, les questions qui ont été posées, très, très, très ponctuelles, et les réponses complètement évasives, toujours du fondateur en train de dire « Non, mais attendez, vous ne comprenez rien de tout, vous êtes trop vieux, moi je suis jeune, c'est la société qu'on va créer, c'est la société que je suis créé. » Pourquoi il fait ça? Parce que simplement, il a une société qui vaut 3 ou 4 milliards de dollars, il veut garder les actionnaires satisfaits. Alors, la vision, et encore une fois, je pense que la solution, elle est très simple. Il faut que l'être humain récupère son identité digitale.
d'une façon globale, que cette identité digitale soit reconnue et soit contrôlée par des organismes internationaux qui font que ça. Il a des organismes qui gèrent les standards des télécommunications, il a des organismes qui gèrent les standards de la propriété intellectuelle. Il n'a personne au monde, il n'a aucun organisme international qui gère l'identité digitale d'une personne. Ça n'existe pas. Et les droits des privacy attachés à cette identité, ça n'existe pas non plus. Il faudrait que les compagnies de télécommunications, les compagnies des plateformes soient ouvertes à mettre un système dans lequel on peut faire un login, mais aussi un logout, et pas un login by default. Je peux parfaitement, si j'ai mon identité digitale, je peux dire à Facebook, bon, je ne veux pas te donner mon information, je veux simplement que tu me développes un single sign-on, une page dans laquelle, avec une clé, dans laquelle, avec mon identité digitale, je peux accéder. La clé, c'est à moi, j'ouvre la porte, j'accède à l'intérieur, je bénéficie de ton service, mais une fois que je suis sorti, je garde ma clé, je ne te la laisse pas. Que les consentements de la personne soient respectés, les consentements, les consent management, ça c'est un mot incroyable qui a une valeur extraordinaire. Nous, quand on donne notre identité digitale, on donne aussi notre consentement. Alors c'est équivalent que si je vous invite à dîner une fois à la maison, un jour, je donne le consentement de venir, et après ces jours-là, vous venez tous les soirs. Vous dites, non, j'ai bien aimé votre cuisine, je viens tous les soirs, et je peux pas retirer ces consentements. Je ne peux pas dire, non, mais attendez, bon, c'est fini, je ne veux plus que vous venez tous les soirs. On n'a pas les consent retrieval management, ça n'existe pas dans l'Internet. Alors, les consentements, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, car les consentements, c'est ça qui permet après à Facebook ou à des autres plateformes de dire à les compagnies de publicité, tiens, je détiens déjà la personne, tu peux les bombarder autant que tu veux, il ne peut rien dire, il ne peut pas dire non, puisqu'il a déjà cédé son consentement. Les consentements, c'est aussi une façon de réduire la pauvreté mondiale. Aujourd'hui, on est dans une situation que ces plateformes sont arrivées déjà à une masse critique. Ça veut dire que pour Facebook ou bien pour Twitter ou des autres, avancer dans leur chiffre d'affaires, il faut aller chercher des utilisateurs en Afrique, dans les Pacifiques, dans les îles paumées partout dans la Terre, parce que les autres, ils l'ont déjà. Et puis eux, ils doivent simplement tous les 3 mois montrer qu'ils ont 10%, 20% de croissance. Et pour obtenir cette croissance, il faut aller chercher les utilisateurs ailleurs. Mais bien sûr, avec les mêmes normes, en train de les dire, bon, je vous prends tout, je vous prends l'identité, je vous prends les consentements et je vous donne la possibilité de mettre des photos chez moi. Non. Pourquoi est-ce qu'on ne monétise pas les consentements ? Si on arrive à monétiser les consentements, on pourrait réduire la pauvreté mondiale. Pourquoi ? Parce qu'en étant une partie économique, si vous divisez les chiffres d'affaires, la valorisation boursière de Facebook, par exemple, par leurs utilisateurs, 2,5 milliards d'utilisateurs, à peu près aujourd'hui, c'est des sociétés qui sont en train d'arriver à des valorisations de presque $1 trilliard. Chaque utilisateur correspond à peu près 500 à 5 000 $ par année par utilisateur des valorisations boursières d'une société. Ça veut dire que si je prends ces consentements et je le contrôle moi-même, je peux lui dire, OK, d'accord, est-ce que tu veux des informations de chez moi ? Tu veux data mine mon comportement, tu veux savoir qu'est-ce que je fais, où est-ce que je voyage, qu'est-ce que je mange. Je n'ai pas besoin de te dire qui je suis. Les PII, ça s'appelle Personal Identifiable Information, elle est toujours cryptée, c'est la clé, c'est là que je garde et je ne la donne pas. Mais je mets à disposition peut-être mon comportement, pourvu que vous ne sachiez pas qui je suis. Je m'en fous de dire que j'aime aller à jouer au golf, ou j'aime jouer au football, ou je suis du Real Madrid. Ça me concerne pas, pourvu que vous n'avez pas la possibilité de me les tracer. Mais je veux recevoir une compensation par rapport à l'argent que vous faites sur cette identité digitale que vous êtes en train de capturer de chez moi. Ça veut dire que vous êtes en train de monétiser les consentements. Et ça, c'est une chose qu'on arrive à faire avec la technologie blockchain. Alors, la solution, elle est là. Je pense que la vision du pape, elle était parfaitement juste. Je pense qu'on est dans un moment dans lequel l'être humain doit se mettre ensemble. On doit passer du what au how. Le what a été déjà trop défini. Le how, on n'est pas encore capable de l'appliquer.
les How to Protect Humans. C'est ça que j'écris dans le Transhuman Code, qui a fait aujourd'hui, c'est devenu un best-seller aux États-Unis parce que les consommateurs ils disent ah bon, bah, vraiment, est-ce qu'on avait ces droits? On ne les savait pas. Ça fait aussi un best-seller en Chine. J'ai réussi à mettre les livres en Chine. Même moi, j'étais étonné que les Chinois ils ont permis que la publication soit faite, car c'est une publication qui défend le consommateur. Et les livres, c'est vendu comme un best-seller en Chine parce que l'inquiétude, elle est là. Parce qu'on arrive à ce moment de la 4e révolution industrielle dans laquelle, si on n'arrive pas à introduire l'être humain dans les centres du modèle, dans laquelle en anglais, il a un très bel mot qui s'appelle « unleash the potential of humans ». Unleash, c'est la liste qu'on a quand on promène les chiens. On est encore des chiens qui on est promenés. On doit se libérer de ces chaînes. On doit retrouver notre nature humaine. On doit l'appliquer. Et si on arrive à faire ça, toutes les valeurs de l'être humain vont être cristallisées, ils vont flourish, ils vont être augmentés. Et tout le reste qui nous reste à faire, toute cette révolution industrielle, tous ces algorithmes, tout ce développement, ça va devenir, comme je dis toujours, un peintre ne peut pas peindre s'il n'a pas un pinceau. Il le faut un pinceau, mais ce n'est pas les pinceaux qui peignent, c'est lui-même. C'est son savoir-faire. L'homme, la capacité illimitée de l'homme de créer, de faire des choses, ça doit rester dans l'homme et utiliser les outils, la technologie pour augmenter cette capacité, mais pas pour augmenter l'homme en remplaçant l'homme. Merci beaucoup. Merci, Dr Moreira, pour cet excellent exposé. Nous avons ce matin vraiment le plaisir, la chance d'avoir deux conférenciers qui, avec des explications apparemment simples sur un sujet très complexe, nous sont passionnés. Et je pense que ces passions, il a suscité nombreuses questions, dont que nous avons 25 minutes pour répondre à toutes. Oui, volontiers. Muchísimas gracias por las dos excelentes presentaciones. La verdad que las he disfrutado especialmente. Para el señor Moreira, las dos preguntas. Datos sintéticos, datos artificiales. La tendencia no es solo hoy a analizar con las grandes compañías los datos personales de los seres humanos, sino a través de la función predictiva de la inteligencia artificial, poner en el mercado datos sintéticos. ¿Cómo advierte este fenómeno y cómo advierte ese mercado de datos sintéticos que no dependen del ser humano, no dependen de nuestras interacciones? Y la segunda pregunta, también me gustaría sobre esto una reflexión del profesor Eric. La función social de la propiedad. La enseñanza social de la Iglesia Católica habla de la función social de la propiedad, el destino universal de los bienes comunes. ¿Cuál es la reflexión filosófica y antropológica cuando hablamos de la propiedad de nuestros datos? La propiedad de nuestros datos puede ser un concepto absoluto o tiene que ser iluminada también bajo el principio filosófico de el rol y la función social de la propiedad. Nuestros datos pueden cumplir una función social, por ejemplo, para prevenir o para formalizar estudios que prevengan enfermedades, para el bien común. ¿Dónde está el límite entre la privacidad de nuestros datos y la propiedad de nuestros datos con una función social, de acuerdo a lo que enseña la doctrina social de la Iglesia? Muchas gracias. Bien. D'abord Moreira, ensuite Père Salovia. Pues la pregunta fue en español, respondo en español. Entonces, bajo mi punto de vista, la predictibilidad debería ser anulada. La predictibilidad es una palabra demasiado ambiciosa.
el predecir a través de un análisis de datos implica la proyección hacia el futuro de una acción. Y no hay nada a nivel mundial que justifique hacer eso hoy en día. De hecho, todas las predicciones, incluso la predicción del tiempo, cuando mira que hay tanto dinero en esos supercomputadores que intentan simplemente prever el tiempo y no consiguen hacerlo, y llueve cuando hace sol y hace sol cuando llueve en muchas ocasiones. Entonces, la predictibilidad es una palabra que tiene un aspecto interesante bajo el punto de vista comercial, pues es lo que las plataformas venden a los sponsors, diciéndole, bueno, pues conseguimos con los datos de esta persona prever el comportamiento de la persona y por consecuencia a avanzarse a la decisión de la persona de tomar una decisión. Pero realmente eso lo podemos hacer quizás para cuándo me voy a comprar un computador porque he dicho algo, o cuándo voy a casarme o a divorciarme o a darle un anillo a mi novia, pero son predictibilizaciones muy básicas. Yo creo que el segundo aspecto que usted pone, que son datos sintéticos, yo creo que de hecho la creación automáticamente a través de algoritmos de información sintética es uno de los problemas más graves de todo el proceso de los fake news. Yo he seguido el proceso de Estados Unidos con esta cadena que se está creando que se llama Truth, que es la cadena que Trump ha creado, que está realmente basada en bases sintéticas. En información sintética que es creada de una forma automática por algoritmos que simplemente son creadas a través de una intención de crear un caos de información. Les digo una anécdota que pasó aquí. Yo hablé en el Vaticano hace unos meses en el Tectónico sobre el Transhuman Code. Fue una presentación del libro. Y sistemas de inteligencia artificial americanos lanzaron una campaña de difamación sobre el Vaticano organiza una reunión con el transhumanismo, que no tenía nada que ver, porque el libro va contra el transhumanismo. Y eso tuvo una amplitud tan grande que Steve Bannon, que es el consejero de Trump, lo metió en War Room, que es uno de los programas extremistas americanos. Y bueno, al final hasta tuve que ir yo explicándole a War Room que esa información que había se creado sintéticamente no era verdad, que al contrario, el libro lo que hacía era defender los valores humanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa exponencialidad de la información, y para evitarlo, y eso es lo que yo siempre hablaba, en un algoritmo tenemos lo que se llama el PII, que es el Personal Identifiable Information, que es quién somos, y luego tenemos atributos. Es como si fuera un tren. Tenemos la locomotiva, que somos yo, y luego los vagones, que es lo que yo hago. Me gusta hacer esto, me gusta leer lo otro, me gusta ir a tal vacaciones, pero esos vagones no tienen ninguna posibilidad de ser interceptados por los algoritmos, porque la información de quién yo soy, el PII, está bajo mi poder y encriptada. Eso es el silver bullet para estas arquitecturas que están hoy en día intentando crear fake news de una forma industrial, hasta el punto que ya no vamos a saber lo que Eric dijo, qué es la diferencia en la verdad. Yo creo que el problema fundamental que tenemos en los próximos años es de redefinir la verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? Porque la verdad solamente va a ser lo que mucha gente dice en vez de ser lo que realmente es. Merci beaucoup. Eric Salobierre, sur la fonction. Disculpe, mon espagnol es muy malo. Je vais parler en français. Alors, sur cette question de la propriété, c'est une question extrêmement importante et extrêmement épineuse, parce que d'un côté, on peut se dire qu'effectivement, la propriété rendue des données aux utilisateurs pourrait leur donner une forme de pouvoir d'achat, mais en même temps, le danger, c'est d'obliger les pauvres à vendre leurs données, les riches pouvant se permettre de ne pas le faire. Et la voie qui a été choisie par l'Union européenne, c'est justement de considérer que les données ne sont pas partie de notre patrimoine. Ce n'est pas quelque chose que je peux acheter et vendre, même si pour le moment, effectivement, elles peuvent m'être volées ou prises par les grandes plateformes. Les données, pour prendre une analogie un peu boiteuse, mais sont un peu considérées comme les organes. C'est-à-dire, en fait, ça fait partie de notre identité.
Et en fait, en Europe, on n'a pas le droit de vendre ses organes, comme malheureusement c'est possible dans certains pays quand on est pauvre. Et en fait, c'est une façon de défendre aussi l'intégrité des personnes en disant que les données, qui peuvent être des données biométriques, y compris mon visage, etc., tout ça, ça m'appartient et au sens pas patrimonial, mais au sens où ça fait partie de moi, on va dire. Et effectivement, en revanche, toute une réflexion est menée au niveau européen pour utiliser ces données en faveur du bien commun. Donc, un texte va sortir en juin, appelé Data Governance Act, justement sur l'utilisation des données en vue du bien commun. Nous, notre fondation, nous avons travaillé avec la Commission européenne. On a rédigé ce petit rapport justement sur le sujet, sur une thématique qui s'appelle le data altruisme. C'est-à-dire comment peut-on être altruiste avec ces données, comment peut-on partager ces données pour la recherche et pour le bien commun. Et donc effectivement, c'est un travail conjoint de la Commission et d'un certain nombre d'instances internationales sur cette question-là. On n'a pas seulement, soit on laisse les données aux grandes plateformes, soit on les récupère. Une troisième voie est aussi de décider qu'on peut les partager, mais en étant certain que ce pourquoi on les partage, c'est vraiment le bien commun. Donc il faut mettre en place tout un système qui nous permette de le garantir. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel travaille très fortement la Commission européenne en ce moment. Et donc, Kyrial, je te remettrai ce rapport-là officiellement. Et donc voilà, et peut-être juste rapidement, moi, ce qui me semble, ce point me semble aussi emblématique de la nécessité de bâtir le plus vite possible une troisième voie entre d'un côté une voie chinoise de l'utilisation des données dont je pense ici personne ne veut parce que personne n'a envie d'avoir un crédit social, personne n'a envie d'être contrôlé, mais pas non plus complètement la voie nord-américaine qui ne nous satisfait pas complètement, comme disait Carlos, et je suis entièrement d'accord. Et je pense qu'autour de l'Europe, tous les non-alignés, et je pense notamment à tous les pays de l'hémisphère sud, devraient se rassembler pour définir les valeurs qui sont les nôtres et bâtir une voie d'utilisation de ces données et de ces technologies qui correspondent à nos valeurs. Merci beaucoup. Je ne peux que partager absolument tout ce que vous venez de dire tous les deux. J'ajouterai simplement qu'en médecine, les algorithmes, il fait vraiment des désastres. Rien que pour amener un exemple, puisque vous avez ouvert les portes, les mammographies sont lues par des algorithmes, par exemple. Donc, d'une part, aucune femme réalise, n'est-ce pas, que sa mammographie elle est sur une banque de données, quelque chose d'intime. Et deuxièmement, les mammographies sont lues en général par deux médecins, deux médecins, jusqu'à que l'Angleterre elle a dit bah non, l'algorithme ça suffit. Ils ont fait une erreur sur 200 femmes que peut-être ils ont raccourci leur vie. Ça coûtait la démission du ministère de la Santé. Et ces algorithmes qui multiplient pour les diagnostics au l'aide au traitement dans justement les pays d'Amérique latine, les pays d'Afrique, représentent tout de même un danger. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, il y a plusieurs, donc je vous en prie. Oui, soyez bref dans la réponse parce que c'est tellement passionnant qu'il y a plein de questions et dans 10 minutes, c'est bon? Oui. Nef. Good morning. Thank you for that wonderful and meaningful session by Dr. Carlos and Professor Eric. My clarification is with regard to the political choices which are influenced through artificial intelligence on our youngsters. The students in universities and colleges and schools are strongly influenced with the kind of manipulation of data on economy or social issues or social sections. So what's the role that we, the Catholic institutions, can play in giving the kind of, maybe possible, to look at giving the correct information through our apostolate of communication media or any other apostolates? Thank you. So thank you very much. I think actually the university has a major role because universities, if we compare universities to art, you are basically the curators. So that means that you are the first firewall
between the fake news of the world and the real news. Many universities are now integrating the movements of creating digital identities for students. So that means that you as a university, you can issue your digital identity to the students, and with that digital identity to students within the university, they can exchange information and they can access authorized content, which is the content that you provide to them in priority. So basically you create an ecosystem. And then you remember that Facebook, when the Facebook started, was universities, right? The only thing that Facebook did was to create identities for students in universities, and then universities are starting to add, and now look, you have 2.5 billion people. So the vision of having the Catholic universities and Catholic schools to federate themselves and exchange information in a way that is trusted between themselves is a phenomenal project, which I think could actually create a new paradigm shift in the way information is disseminated within the Catholic Church and universities. Otherwise, what is happening, students are going to go to TikTok, to Instagram, and you lose them, right? Because 5% of Instagram, TikTok is good. The rest is things that they bring them to directions that you don't want your kids or your students to go. So this is a very interesting reflection on how can we build the student ecosystem using universities and digital identifications. Next question. OK, bon. Bonjour, je vous remercie beaucoup pour... Tout le monde me regarde, je dois me mettre debout. Je vous remercie beaucoup pour vos deux exposés, des exposés éclairants. Cependant, je trouve que c'est du luxe du fait que nous soyons ici pour l'importance de vos exposés. J'aimerais bien que nous trouverions des moyens pour que des exposés du genre se soient retrouvés dans des publics ordinaires, parce que cette digitalisation, cette numéricisation prend une forme populaire dans beaucoup de pays où les gens ne sont pas instruits, et puisque nous parlons d'éducation. Et je crois que la question fondamentale que nous posons ici, c'est la question des valeurs, ce que nous faisons avec cet outil. Maintenant, vous avez parlé, cher père, vous avez parlé de dépolitiser par genre de, je dirais, de glissement sémantique. Il faut repolitiser. Je suis bien d'accord, mais repolitiser comment et qui va le faire et qui a l'autorité pour le faire. D'où viendra cette autorité? Je vous remercie. Pour répondre très brièvement, je pense que votre question est un petit peu liée à celle de votre prédécesseur. C'est, pour moi, l'élément clé, c'est l'élément de l'éducation. Et je suis profondément persuadé que les universités sont à la bonne place pour contribuer à former les gens. Enfin, il faut former les consciences au débat. Et le problème, c'est que ça doit être transdisciplinaire. Trop souvent, l'enseignement se fait par discipline. Là, c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus général. Et ça rejoint la mission d'éducation des universités catholiques qui est au-delà de l'enseignement. Il s'agit vraiment d'aider les personnes à se construire. Et ça, je pense que c'est vraiment... Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Nous, le projet dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est aider toutes les universités catholiques dans le monde à se doter de modules d'éducation qui permettent justement l'émergence de cette conscience de façon à ce que tous les étudiants ne soient pas au débat. Comme ça, on peut faire bouger les choses et ça, en faisant ça, on est un peu indépendant de toutes les sphères politiques et de toutes les sphères économiques. C'est directement les étudiants qui se mettent à réfléchir. Une dernière question. Navré qui... Navré. Merci beaucoup. Ma question va être de deux volets. Le premier volet, c'est considérer la distance générationnelle entre ceux-là qui sont plus connectés, comme nos jeunes, et les grands-parents ou les parents qui sont un peu d'âge avancé. Vivant dans une même maison avec des jeunes qui ont 18 ans, 19, sont des étudiants,
Et deux qui ont 83 ans et d'autres 87, je remarque la grande difficulté de vivre dans une même communauté, de vivre dans un même pays. Et cela, c'est un cas vraiment général pour l'Occident qui est majoritairement vieux. Je me pose un peu la question, comment concilier un peu ça, le passage du savoir de vieux, comme chez nous on parle de tradition, il faut que les vieux parlent pour que les jeunes apprennent de leur expérience. Deuxièmement aussi, considérer l'aspect de la démocratie, il faut que ces jeunes-là soient impliqués dans la démocratie. Et comment les vieux qui ont plus d'expérience dans les domaines peuvent faciliter cet apprentissage des jeunes alors que les deux n'emploient pas le même moyen, donc les réseaux sociaux. Et le contact physique se réduit davantage entre le vieux et les grands à cause de cette séparation. Ouais. Bon, en deux mots, je dirais que justement, pour moi, ce défi, c'est une formidable opportunité intergénérationnelle. Parce que je pense que les plus âgés ont quelque chose à apprendre en termes de sagesse, en termes d'expérience, de la façon dont la société fonctionne, etc. Là où les jeunes vont apporter la reconnaissance de la technologie. Et justement, peut-être qu'on ne sera pas seulement dans un modèle descendant où le plus âgé enseigne aux plus jeunes, mais en même temps, ce n'est pas le plus jeune qui peut tout dicter aux plus âgés. Ils vont être obligés de dialoguer pour s'entendre. Et c'est quelque part un nouveau modèle de société. Alors, dans des sociétés plus traditionnelles, ça bouscule un peu, mais je pense que c'est extrêmement riche. Et pour faciliter ça, c'est une petite page de publicité, mais c'est une publicité gratuite. Je suis membre du Conseil national du numérique en France et nous avons rédigé ce petit livre sur civilisation numérique, ouvrons le débat. Il est gratuit, il est téléchargeable sur le site, donc c'est vraiment une ressource gratuite qui peut être téléchargée de partout dans le monde. Pour le moment, il n'est qu'en français, mais pour toute la francophonie, c'est vraiment les éléments pour lancer un débat, le lire en communauté, le lire en tant qu'étudiant et ensuite en discuter. Je pense que ça permet déjà d'amorcer ce genre de processus dont vous parliez. Bien, donc je pense qu'on peut conclure et remercier nos deux conférenciers pour cet excellent exposé et passionnant. C'è la pausa caffè, ricominciamo alle 10:50. Grazie.